Vous écoutez RFI, les 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. À la une ce matin, la République démocratique du Congo. Nous prendrons la direction de la province du Nord, Ubangi. C'est là que les opérations d'enrôlement des électeurs pour les scrutins à venir ont été lancées il y a 15 jours. Maintenant, notre correspondante est sur place pour dresser un premier bilan. Il n'y aura pas d'Ougandais parmi les 4000 casques bleus supplémentaires qui sont envoyés au Soudan du Sud. Vous entendrez la confirmation de l'adjoint du ministre des Affaires étrangères en Ouganda. À Madagascar, le démenti des autorités. Non, disent-elles, le Premier ministre n'a pas été impliqué dans un détournement de fonds publics en 2014. Enfin, nous irons au Burundi, à la frontière avec la RDC, où un 4e hippopotame a été abattu en moins d'un mois, alors qu'il s'agit pourtant d'une espèce protégée. Depuis 2 semaines, l'enrôlement des électeurs a donc commencé en République démocratique du Congo avant l'organisation d'élections dont les dates n'ont pas encore été fixées. Les opérations ont été lancées d'abord dans la province du Nord Ubangi, près de la Centrafrique. Quelques retards ont été constatés. Au départ, une partie du matériel a tardé à arriver, mais finalement, hier a eu lieu la dernière rotation d'avions. Tout devrait être en place dans les prochains jours. Reportage Sonia Rollet. Un avion cargo en train d'être déchargé sur la piste de l'aéroport. Il a fait près de 10 rotations depuis le début de la campagne d'enrôlement. Onsar Malonda, secrétaire exécutif national de la CENI. Ça transportait en son sein près de 14 tonnes constituées essentiellement de 136 groupes électrogènes, de 11 motos pour la supervision, imprimantes pour nos bureaux sur place ici, et de bâches pour les centres d'inscription qui ne sont pas dans des écoles, qui sont dans des cabanes pour les mettre à l'abri des intempéries. Un pneu éclaté mardi et l'avion a été immobilisé pendant 3 jours. Maintenant, le temps presse. Le personnel formé par la CENI attend d'être déployé dans l'un des 4 territoires de la province. 110 centres d'inscription manquent encore de matériel. Et les matériels qui viennent d'arriver là vont partir directement à l'antenne de Businga, à près de 260 km de Guadolite. Ça, c'est vraiment le défi. Oui, c'est un grand défi parce que quand ça arrive là, il ne faut pas que ça dorme. L'autre côté, on attend. Il faut que ça parte. Et ça pourra prendre 2 ou 3 jours parce que les centres qui sont à des endroits très très lointains, la route n'est pas bonne. Les camions, les pirogues et même les porteurs avec des pluies quasi quotidiennes, c'est un défi logistique, ne cesse de répéter la commission électorale. Sonia Rollet, de retour de Badolité, RFI. Alors, est-ce que les électeurs congolais ont répondu à cet appel à s'inscrire sur les listes électorales? Pour le savoir avec certitude, il faudra attendre la fin de ces opérations et le premier bilan qui sera dressé par la commission électorale. Mais déjà, quelques tendances se dessinent. Au départ, les femmes étaient peu nombreuses à venir s'inscrire puisqu'elles sont occupées au champ en cette saison. Mais selon la gouverneure Marie-Thérèse Guérengo-Yazalo, elles sont maintenant plus nombreuses à venir s'enrôler. Pour l'enrôlement des femmes, au début, c'était vraiment très timide. Nous avons eu beaucoup d'inquiétudes puisqu'on avait quand même organisé des séances de sensibilisation auprès des femmes. Mais vous comprenez, les femmes, ce sont eux qui tiennent l'économie. Les femmes travaillent au champ et nous sommes en pleine saison de récolte des arachides. Et puis, il pleut en même temps. Alors, les femmes doivent travailler rapidement pour récolter les arachides. Sinon, ils vont commencer à repousser sous terre. Et puis, les femmes vendent au marché. Alors, c'est un peu tout ça qui a expliqué au début leur faible enrôlement. Mais maintenant, il y a une prise de conscience. En tout cas, on a constaté une augmentation significative de la part de femmes. C'était combien la première semaine Les statistiques, c'était dans le 20-27%. Mais maintenant, ça va, c'est dans le 50%. La gouverneure de la province du Nord, Ubangi, en RDC, Marie-Thérèse Guérengo-Yazalo, et les opérations devront ensuite être étendues aux autres provinces de RDC. La RDC où des affrontements meurtriers ont eu lieu ces derniers jours à Tchimbulu, dans le Kasaï central. Au total, 19 personnes, dont 11 policiers, ont trouvé la mort. Parmi ces victimes, également le chef traditionnel Kamuina Nsapu, tué dans des combats avec la police. Une quarantaine de personnes, membres de la milice,
complices du chef traditionnel ont été arrêtés. 4 policiers sont portés disparus. Des témoins affirment que le chef traditionnel avait proposé de se rendre à la MONUSCO, mais qu'il a tout de même été abattu. Faux, répond le porte-parole du gouvernement de RDC, pour qui les forces de sécurité ont agi en légitime défense. Appel au calme hier d'une organisation d'observateurs en Zambie au lendemain des accusations de fraude lancées par l'un des principaux candidats à la présidentielle de jeudi. Hakainde Hichilema a accusé le président sortant Edgar Lungu de connivence avec la commission électorale pour truquer les résultats du scrutin. Des résultats encore très partiel commençait à arriver dès hier. Il ne concerne que 29 circonscriptions pour l'instant sur 156. Il donne le président sortant en tête, mais évidemment, tout peut encore changer avec l'arrivée des autres résultats. Il y aura prochainement plus de casques bleus au Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a dit oui cette semaine à l'envoi de 4000 hommes supplémentaires. Ils seront donc 16 000 au total, au moins jusqu'à la fin de l'année. Le gouvernement sud-soudanais s'est opposé au déploiement de cette nouvelle force. Il la juge contraire à sa souveraineté. L'Ouganda, allié du président Salva Kiir, dit non également. En tout cas, le pays n'enverra pas de soldats pour participer à ces renforts en hommes. Henry Okello, adjoint au ministre ougandais des Affaires étrangères. Les pays membres de l'Union européenne et nos amis des Amériques nous ont condamnés et nous ont mis la pression pour qu'on retire nos troupes du Soudan du Sud, en disant que c'était une mauvaise intervention, que c'était une intervention illégale et que nous n'avions pas à être là. Il y avait donc beaucoup de pression de la part de la communauté internationale pour que les troupes ougandaises se retirent du Soudan du Sud. Donc cette fois, pour éviter ce genre d'attaque et de pression que le gouvernement d'Ouganda a reçu à l'époque, nous avons choisi de donner l'opportunité aux autres de s'engager au Soudan du Sud. Comme ça, nous n'apparaîtrons pas comme des fauteurs de troubles en apportant la paix et la sécurité au Soudan du Sud. C'est pour cette raison précise que nous préférons rester en dehors de la force et laisser l'opportunité aux autres. S'ils peuvent être plus efficaces que l'armée ougandaise, nous leur souhaitons le meilleur. Des propos recueillis par Christina Okello. Au Zimbabwe, un grand rassemblement était organisé hier contre le régime du président Robert Mugabe. Rassemblement en présence des 2 grandes figures de l'opposition dans le pays, Morgan Tsvangirai et l'ancienne vice-présidente Joyce Mujuru. Ça s'est passé à Gweru, à 200 km de la capitale Harare. Des milliers de personnes ont répondu à leur appel. La police anti-émeute avait été déployée. En Angola, de nouvelles lois concernant les médias font grincer des dents parmi les journalistes. L'Assemblée nationale angolaise a approuvé ces lois cette semaine, mais le vote final aura lieu le mois prochain. Les syndicats regrettent certaines dispositions de ces textes qui prévoient l'obligation de retransmettre les discours du président quand il s'adresse à la nation. Il facilite également les plaintes en diffamation et il crée un nouvel organe de régulation au pouvoir élargi qui pourrait attribuer et retirer les cartes de presse ou encore suspendre les médias qui ne respectent pas la déontologie. Pour le secrétaire général du syndicat des journalistes angolais, c'est surtout la composition de cet organe qui pose problème. On écoute Teixeira Candidou. Le gouvernement a accepté de rectifier une série de points soulevés par le syndicat des journalistes angolais. Mais il reste encore beaucoup de problèmes, et notamment en ce qui concerne les pouvoirs qui sont attribués au ministère de la Communication. Il surveille et contrôle le travail des journalistes et des médias à travers cette nouvelle entité régulatrice. Cette entité devrait être indépendante. Or, ce n'est pas le cas. Elle est composée de 11 membres, dont 5 sont nommés par le parti majoritaire au Parlement, c'est-à-dire le MPLA, et 2 par le gouvernement. Ça fait 7 membres pour le pouvoir, qui détient donc la majorité. Nous en avons fait part au gouvernement et nous espérons que cela sera rectifié lors du vote final à l'Assemblée. Des propos recueillis par Carole Valade. Cap vers la présidentielle au Gabon. La campagne est maintenant lancée officiellement. Elle va durer 2 semaines avant la tenue du scrutin le 27 août. Parmi les 14 candidats, le sortant Ali Bongo avait organisé hier un meeting à Libreville. Casimiro Yemba était lui aussi dans la capitale, dans le 3e arrondissement. Jean Ping était à Lambaréné, dans le centre du pays. À Madagascar, le démenti des autorités du Premier ministre. Il a été accusé dans un rapport transmis à la presse par 3 inspecteurs
directeur d'État d'avoir détourné des fonds publics. En 2014, Olivier Mahafal était alors ministre de l'Intérieur. Le démenti a été fait par le directeur des concours financiers. Il affirme qu'il n'a jamais eu ce rapport entre les mains et que ces accusations sont tout simplement gratuites. Voulana Razaf-Manansou. Démenti catégorique du gouvernement dans l'affaire du rapport de détournement de fonds mettant en cause le Premier ministre. En 2014, une subvention exceptionnelle de 120 000 € avait été accordée pour la construction d'un local municipal. Problème, selon le rapport rendu par 3 inspecteurs d'État, le maire de la commune a déclaré avoir eu l'obligation par téléphone de transférer la somme vers un compte privé sur ordre du ministre de l'Intérieur lui-même, Olivier Mahafal, actuel Premier ministre. En raison de la décentralisation qui laisse aux communes la gestion du budget, cette ingérence d'Olivier Mahafal est impossible selon le directeur des concours financiers de l'État, Houssen Abdullah. De dire que le Premier ministre a téléphoné à Monsieur le maire, ça c'est pas vrai. Moi-même je connais que quelques maires, surtout Madagascar. S'il dénonce une accusation gratuite, le directeur des concours financiers admet pourtant n'avoir jamais eu le rapport entre les mains. Madagascar est tellement grand et puis le nombre de communes à Madagascar s'élève à 1695. C'est trop pour la direction, nous n'avons pas assez de crédit pour faire le suivi un à un de ces projets-là. Toujours selon le directeur des concours financiers, le local a bel et bien été construit selon un rapport avec photo à l'appui, mais aucune preuve n'a été montrée à la presse. Le Premier ministre, actuellement en dehors du territoire, a annoncé par téléphone qu'il s'exprimera en personne sur cette affaire dans les prochains jours. Voulana Razaf-Manansou, Antananarive, RFI. Les hippopotames sont une espèce menacée et donc protégée. Et pourtant, un animal a été abattu cette semaine au Burundi dans la rivière Ruzizi, frontalière de la RDC. C'est le 4e en moins d'un mois. Cette fois, ce sont des militaires des FARDC qui l'ont abattu. Des médias locaux affirment que le butin a été partagé entre militaires, policiers et habitants. Le reste aurait été vendu au profit de l'Office burundais des recettes. Une action illégale que déplore Albert Mbonerane, ancien ministre de l'Environnement et fondateur de l'ONG burundaise Action Ceinture Verte. Moi, j'ai déjà observé ces hippopotames. Pendant la journée, la grande partie du temps, ils sont dans l'eau. Mais vers le soir, ils ont envie de sortir de l'eau parce que c'est un herbivore. Alors, comme il n'y a pas de zone tampon, ils se retrouvent dans des champs. Et les personnes disaient qu'ils sont en train de détruire les champs. Et la première punition, c'est de tuer l'hippopotame. Bon, c'est avec la situation peut-être que nous connaissons, parce que quand je vois que ce sont des militaires congolais qui ont tué les hippopotames et qu'ils ont partagé la bête avec les militaires burundais, c'est pas pour la première fois. Des fois, ils ont besoin de manger quelque chose. Les gens ne savent pas, ils ont besoin seulement de la viande et puis tuer, ça devient facile. L'hippopotame figure parmi les espèces en voie de disparition. Alors si ça disparaît, qui gagne? L'hippopotame va mourir, mais c'est nous qui perdons. Albert Mbonerane, fondateur de l'ONG burundaise Action Ceinture Verte. Les avions d'Air Djibouti reprennent les airs depuis un an. On pouvait déjà les voir dans le ciel, mais pour du fret. Cette semaine, c'est le transport de passagers qui a repris 12 ans après la faillite de la compagnie aérienne. À bord de ce vol inaugural, des journalistes, des personnalités et aux commandes également. Le pilote n'était autre que le chanteur du groupe de heavy metal britannique Iron Maiden. Explication en musique de Laura Martel. Dans ce morceau, Bruce Dickinson chante la chute d'Icare, mort d'avoir voulu voler trop près du soleil avec ses plumes liées à la cire. Mais quand Bruce Dickinson, lui, prend les airs, il ne craint pas de se brûler les ailes. Depuis les années 90, le chanteur est pilote et instructeur sur Boeing 737. Et si la star était aux commandes de l'avion inaugural, qui a décollé de Cardiff au Pays de Galles pour se poser à Djibouti, devant le président Ismaël Omar Guelleh en personne, ce n'était pas que pour un coup publicitaire. Depuis 2012, Bruce Dickinson a monté son entreprise Cardiff Aviation. C'est elle qui va désormais gérer Air Djibouti, même si la compagnie reste propriété de l'État. Et ses ambitions sont grandes pour redynamiser la compagnie fondée en 1963, l'une des plus anciennes d'Afrique. 3 nouveaux avions doivent être réceptionnés d'ici la fin de l'année. Dans un premier temps, Air Djibouti devrait se concentrer sur les pays de la région, comme l'Éthiopie, les 2 Soudans, le Kenya, la Somalie, la RDC, mais aussi l'Arabie Saoudite et les Émirats. Mais dès 2017, la compagnie ambitionne d'ouvrir des liaisons vers l'Europe et l'Asie, avec pour objectif transporter 200 000 passagers par an.
Iron Maiden pour nous emmener jusqu'à 6h44 ici à Paris. À suivre le journal des Jeux Olympiques de Rio. Ce matin, ce sera avec Eric Mamrut. Il nous parlera des épreuves d'athlétisme qui se sont poursuivies hier, le 100 mètres féminin notamment. Nous irons ensuite à Saint-Malo, dans l'ouest de la France, pour le festival La Route du Rock. Grégoire Sauvage nous aidera à nous mettre dans la peau d'un festivalier pour vivre une journée idéale entre plage et concert. Reportage dans 10 minutes, mais avant tout, une pause, 30 secondes, et on retrouve l'invité de la rédaction. Appelez-nous, exprimez-vous. Nicolas Brousse. Le Forum social mondial s'est penché ce week-end sur le revenu de base universel. De l'argent versé sans condition, utopie ou arme efficace de lutte contre la grande pauvreté. Des expériences sont menées en Afrique. Venez nous dire ce que vous en pensez. 33 9 693 693 70. Marie Casadebay, avec vous au téléphone demain, à partir de 8h10 TU. RFI. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. On s'intéresse ce matin au premier orchestre de musique afro-cubaine du Mali. Ça s'appelle Las Maravillas. Il a été créé à la fin des années 60 par des étudiants maliens partis apprendre la musique à Cuba. Un groupe devenu depuis mythique sur le continent africain. Leur titre Rendez-vous chez Fatimata est devenu un véritable tube. Le musicien et documentariste Richard Minier a travaillé plusieurs années pour reconstituer l'histoire de ce groupe. Une histoire présentée en ce moment à Arles, dans le sud de la France, dans le cadre des rencontres de la photographie, avec en exposition des photos signées Malik Sidibé, Sédou Keïta ou encore Sadio Diakité. Pour comprendre donc comment est né ce succès musical, Richard Minier est l'invité d'Olivier Roger. Rendez-vous ce soir, c'est Fatimata. Rendez-vous ce soir, c'est Fatimata. Chez Fatimata. Bonjour Richard Minier. Bonjour. Swinging Bamako et Las Maravillas, c'est le projet que vous présentez ici à Arles. Expliquez-nous comment est né ce projet, d'où est venue l'idée ? Ce projet est né en fait de ma rencontre en 99 à l'hôtel de l'Amitié à Bamako avec un des membres des Maravillas, un flûtiste. Et je me suis tout de suite, j'ai été interpellé par son pas de danse et la façon dont il jouait. Et je suis allé le voir, je lui ai dit mais vous faites de la salsa en Afrique, c'est assez marrant. Donc j'étais assez néophyte. Et il m'a dit oui, et ça marche beaucoup. Et moi je suis parti à Cuba dans les années 60. Et puis on s'est retrouvé à l'INA, l'Institut National des Arts, où il était prof. Et à un moment je lui ai dit au fait Draman, c'est quoi votre histoire avec le Mali ? Et là j'ai branché la caméra, et il m'a raconté toute l'histoire. Et je me suis dit bon, peut-être que ça c'est un sujet de documentaire, voire plus, parce que moi j'étais producteur de musique et je me suis embarqué dans 15 ans d'histoire, à réhabiliter, à retrouver les membres de ce groupe, leurs origines, leurs disques, entre La Havane et Cuba. Alors Las Maravillas, nos auditeurs sur RFI connaissent un peu, mais les plus jeunes ne connaissent sûrement pas, puisque c'est effectivement une histoire qui est assez peu enseignée. C'est donc un groupe malien envoyé par Modibo Keïta pour apprendre la musique à Cuba, et qui a fait un succès qui a enchanté l'Afrique dans les années 60. Exactement, parce qu'en fait, à la base, ces étudiants qui se connaissent pas, qui viennent de 6 régions différentes du Mali, ne partent pas pour faire un groupe de musique, partent pour recevoir une formation de musique, pour revenir après enseigner la musique au Mali. Et c'est dans le cadre de ces échanges entre les pays dits non alignés, Cuba, l'Afrique. Et au contact des grands musiciens cubains, ils sont accueillis à La Havane, ils ont une villa de 200 mètres carrés, une cuisinière, ils intègrent le plus grand conservatoire de La Havane. Ils sont tout de suite pris comme des égal à égal avec les Cubains, mais surtout ils décident 1 an plus tard, en 65, de créer leur propre groupe. Donc historiquement, c'est le premier groupe africain afro-cubain, mais surtout ils vont jouer comme les Cubains. Et tout de suite, la population cubaine se dit mais qui sont ces Africains qui jouent comme nos musiciens à nous ? Ils ont d'abord donc eu un succès à Cuba avant d'avoir un succès en Afrique. Exactement, et ils ont eu un succès à Cuba, ce qui fait qu'ils ont participé à la récolte de la canne à sucre, ils ont joué dans les ambassades, ils ont joué dans les réceptions, ils ont rencontré Che Guevara, Fidel Castro, et surtout l'État cubain, fier d'avoir formé ces musiciens africains, leur propose d'enregistrer un album. Et donc en 1968, ils enregistrent dans le mythique studio Egrem un album avec des musiciens cubains additionnels, et ils enregistrent un des 5 plus gros tubes de la musique des années 70 en Afrique, qui s'appelle Rendez-vous chez Fatimata. Un titre joué par des Maliens à La Havane, musique afro-cubaine chantée par un chanteur cubain. C'est Fatimata, c'est Fatimata, c'est Fatimata, c'est Fatimata.
Ce titre est devenu effectivement emblématique en Afrique pour une certaine jeunesse, notamment la jeunesse bamakoise, et pourtant le groupe n'a pas eu le succès escompté par la suite pour des raisons politiques. C'est la grande histoire dans la petite histoire, l'histoire des Maravillas, c'est-à-dire qu'ils partent parce qu'il y a la décolonisation et il y a une bourse qui est donnée à des musiciens africains, et ils vont être rappelés en 1971 par le régime autoritaire de Moussa Traoré, et quand ils rentrent, ils sont à la fois accueillis par la population comme des héros et des dieux, parce que c'est le premier groupe africain à écrire la musique, ils ont un tube énorme dans toute l'Afrique de l'Ouest, mais le gouvernement qui est donc veut faire table rase de cette expérience socialiste de Modibo Keïta, voilà, anticommuniste, faut le dire, exactement, leur dit en gros, vous ne chantez plus en espagnol, on va vous payer pas très cher et vous allez devenir des profs de musique et vous allez jouer dans un groupe qui s'appellera National Badema. Et donc là, la douche elle est froide pour des gens qui ont un niveau d'études qui est excellent et qui avaient une ambition de populariser la musique afro-cubaine en Afrique par un groupe africain. Donc c'est la déception la plus totale, et un des membres des Maravillas, qui est le compositeur Bonkana Maïga, qui était leur chef d'orchestre, décide de fuir en Côte d'Ivoire. Il va devenir le directeur de la musique à la radio-télévision ivoirienne. Il va remonter en douce au Mali, exhorter ses amis à venir avec lui, et pour des raisons à la fois de représailles, parce que lui va être privé de Mali en exil pendant 15 ans, les autres ne vont pas venir. Donc là il y a une vraie scission. Le groupe continue, même va péricliter, et puis lui va devenir un très grand producteur de musique tel qu'on le connaît, avec Africando, les premiers albums d'Alpha Blondy, Oumou Sangaré et Star Parade sur TV5 maintenant. Merci Richard Mignet. Il répondait à Olivier Roger. Cuba célèbre les 90 ans de Fidel Castro. Pour son anniversaire, le leader Máximo est apparu en public hier aux côtés de son frère Raúl, l'actuel président du pays, et du Vénézuélien Nicolás Maduro, qui était invité à la Havane. Fidel Castro s'est retiré du pouvoir en 2006 pour des raisons de santé. Aux États-Unis, 2 hommes, dont un imam, tués par balle en pleine rue hier près d'une mosquée du Queens à New York. Le tireur est en fuite. On ne sait pas si les victimes ont été ciblées pour leur appartenance à la communauté musulmane. Découverte macabre au Mexique, des mères qui cherchaient leurs enfants disparus sont tombées sur 28 fosses clandestines contenant une quarantaine d'ossements. Les Jeux Olympiques de Rio au Brésil, pour sa dernière épreuve, le nageur américain Michael Phelps a décroché une nouvelle médaille d'or avec le relais 4 x 100 mètres 4 nages. Sa 5e médaille d'or en 10 jours, sa 23e médaille d'or olympique depuis le début de sa carrière. On parle des JO tout de suite. JO de Rio 2016 sur RFI. Et le journal des Jeux, c'est avec Eric Mamrut ce matin en direct de Rio. Bonjour Eric. Bonjour Magali, bonjour tout le monde. On parle athlétisme avec vous ce matin. La finale du 100 mètres féminin s'est courue hier. Pas de médaille pour les sprinteuses ivoiriennes, Eric. Un nouveau record personnel, mais une place au pied du podium. La 4e pour Marie-Josée Tallot lors de la première grande finale mondiale de la carrière de l'Ivoirienne. Et ce, dans le même temps que la 3e de la course, la Jamaïcaine Shelly Ann Fraser, 10 secondes 86 centièmes pour toutes les deux. Elles ont été départagées à la photo finish et le bronze donc revient à Shelly Ann Fraser. Une bien cruelle désillusion pour Marie-Josée Tallot, comme elle l'a confié à Christophe Jousset. Quand tu veux ramener cette médaille-là pour faire plaisir à ton peuple, pour qu'ils sachent que vraiment tu es décidé, pour qu'ils sachent que tu as ce niveau-là et que ça se résume à ça, la 4e place et 10,86, pareil, ça fait mal, ça fait vraiment mal et je me dis à quoi ça sert de faire tout ça pour arriver à là. Si proche, et là, c'est une grosse douleur, j'ai tellement la rage, mais bon. Je peux que demander pardon vraiment aux Ivoiriens parce que j'aurais espéré ramener cette médaille-là et c'est quand même une tristesse pour moi, une tristesse pour eux aussi. Et j'ai jamais été comme ça, vous savez, je suis toujours en joie, mais là, c'est une grosse boule, quoi. C'est une grosse boule. Ce 100 mètres a été remporté par la Jamaïcaine Helen Thompson devant l'Américaine Tori Bowie. Autre déception, celle de Muriel Aouré. La vice-championne du monde 2013 a été éliminée en demi-finale. Chez les messieurs, un seul Ivoirien s'est hissé en demi-finale du 100 mètres, Ben Youssef Meïté. C'est fini en revanche, Magali, pour son compatriote Wilfried Kofi. Des médailles pour l'Afrique tout de même, Eric, sur la piste hier.
2 sur le 10 000 mètres masculin, avec l'argent pour le Kényan Paul Tanui et le bronze pour l'Éthiopien Tamira Tola. Le vainqueur est le Britannique d'origine somalienne Mo Farah, qui conserve ainsi son titre olympique. De l'argent encore au 100 longueur grâce au Sud-Africain Luvo Manyonga, auteur d'un bond à 8 mètres 37. Et puis au triple saut féminin, pas de finale pour la Camerounaise Joëlle Mboumi. Elle a été éliminée en qualification. En boxe à présent, une médaille assurée pour le Maroc. Mohamed Rabi s'est qualifié pour les demi-finales de la catégorie des Walters en dominant l'Irlandais Stephen Donnelly. Il s'assure donc au minimum le bronze, une belle récompense pour ce boxeur de 22 ans, sacré champion du monde amateur l'an dernier. Une récompense également pour la boxe marocaine en général. La satisfaction du directeur technique national Mounir Barbouchi. Je suis très content puisque là on a clôturé la disette pour le Maroc depuis une quinzaine d'années maintenant, puisque la dernière médaille ça a été celle de Tartam Semani en 2000 à Sydney. Mohamed Rabi il est présent au rendez-vous. Moi je salue un gamin qui a 23 ans et qui est capable de tenir comme ça une pression énorme, puisqu'on n'avait pas eu un champion comme ça au Maroc. Il est très sollicité. C'est une star au Maroc. C'est indéfinissable l'engouement et l'amour qu'il y a pour du public marocain pour leurs boxeurs, et il arrive malgré ça à tenir la pression et à être au rendez-vous. Il a fait une belle entame de tournoi et là il confirme avec cette médaille. C'est très bien. Quelles sont ses qualités ? Ses qualités, c'est la force, une énorme force de frappe. On s'en rend pas bien compte à l'écran, mais il a une énorme force de frappe. En football, la Dream Team 6 nigériane poursuit son rêve. La voilà en demi-finale après sa victoire 2-0 sur le Danemark à Salvador de Bahia. Premier match gagné pour Kate Foukyun en badminton. La championne d'Australie mauricienne, la championne d'Afrique mauricienne a réussi ses débuts en battant l'Australienne Chen 2-7-0. Les conditions étaient pourtant difficiles. Kate Foukyun heureuse. Quand j'ai eu mon tableau, j'ai dit c'est jouable, je peux au moins gagner un match, et j'ai tout donné, je me suis concentrée vraiment sur ce match-là et c'est vraiment un rêve devenu réalité. Et beaucoup de stress vu que en fait je jouais en même temps qu'un Brésilien et la foule était en train de crier et tout, c'était dur de se concentrer, même l'Australienne elle n'y arrivait pas, moi j'arrivais pas, du coup on se tâtait un petit peu, mais je pense que le match a été gagné mentalement vu que j'ai été la première à pouvoir un peu oublier qu'il y avait des bruits et pouvoir vraiment me concentrer sur le match, et je pense que ça fait la différence. Et aujourd'hui, elle devra battre la redoutable thaïlandaise Burana Prasirtsuk pour se hisser en 16e de finale. Enfin en basket, première victoire des Nigérians après 3 défaites, 90-76 face à la Croatie. Ils joueront leur qualification demain face aux Brésiliens. Merci Eric Mamrut en direct de Rio avec Bertrand Eclair. Vivez les JO de Rio 2016 sur RFI. Ça va. Le monde. Nous sommes désormais dans un monde où plus personne n'a de maison. Nous sommes tous réfugiés. Pascal Paradou. Un businessman aux allures de mafieux crée sa start-up pour gérer tous les migrants du monde. Avec ePasseur.com, l'auteur turc Sedef Eser fait preuve d'anticipation ou pas. Ça va le monde. Tout à l'heure, à partir de 10h10 TU. RFI. Direction à présent l'ouest de la France pour participer à la 26e édition de la Route du Rock, un festival annuel qui propose une programmation qui mêle des noms connus de la scène rock et électro à ceux d'artistes moins connus. Entre concerts sur la plage l'après-midi à Saint-Malo et ambiance festive en soirée, Grégoire Sauvage nous fait vivre la journée idéale d'un festivalier. Comme le dit si bien le groupe La Femme, c'est d'abord dans le sable que l'on recherche des sensations à la Route du Rock. Cette année, sur la plage du Bon Secours, située au pied de la cité fortifiée de Saint-Malo, c'est Carte Blanche à la Souterraine, un collectif qui défend des artistes pop francophones inconnus du grand public. C'est un petit pied de nez à tous ceux qui disent qu'on est un festival d'abord anglo-saxon, qu'on est raciste, anti-français. François Fleuret est le directeur du festival. Depuis le début, on est là pour vraiment réunir une famille, puisqu'on a la chance d'être assez médiatisé et puis de réunir un peu de monde. Donc si on peut faire profiter la famille de tout ça, c'est merveilleux. Donc ça passe par les fanzines, les labels, ça passe par des collectifs comme la Souterraine qui font un boulot de dingue à écouter de la musique toute la nuit pour sélectionner des pépites que du coup on va présenter. Ça fait partie du job, mais enfin c'est même pas un job, c'est notre passion, quoi. Après la plage, la journée idéale du festivalier continue au Fort Saint-Père, un ancien bâtiment militaire du XVIIIe siècle devenu le site principal de la Route du Rock en 1994. Ce soir-là, ce sont les Écossais de Belle et Sébastien qui sont attendus pour fêter leurs 20 ans de carrière avec leurs fans.
pour moi, c'est vraiment un groupe pop par excellence. C'est à la fois symphonique, à la fois pop, c'est joyeux, c'est triste, enfin. Puis bon, sur scène, c'est génial, ça met vraiment une super ambiance. À la nuit tombée, la route du rock prend des allures de festival électro avec Hendrik Weber, alias Panta du Prince, l'une des valeurs sûres de la minimale allemande. Étrange, sa musique réussit l'exploit d'être à la fois dansante et contemplative. C'est vrai qu'il y a cette tension dans ma musique, une tension qui doit être évacuée physiquement. Je trouve que la route du rock est l'un des meilleurs festivals en Europe. La manière dont ils ont réussi à connecter l'atmosphère et le paysage breton à cette tradition de la musique indépendante, c'est quelque chose d'unique. En l'absence de grandes têtes d'affiche, cette 26e édition ne devrait attirer qu'un peu plus de 15 000 festivaliers. C'est peu, mais ce n'est pas la course au record qui intéresse l'association Rock Tympan qui organise chaque année l'événement. À la route du rock, le plaisir de la découverte prime encore sur les intérêts financiers. Grégoire Sauvage, Saint-Malo, RFI. Et à Saint-Malo, il est maintenant 7h. Je vous laisse en compagnie de Loïc Loury pour la suite des programmes. Très bonne journée.